Alors aujourd'hui, mon invité est Éric Rochant, qui est scénariste et qui notamment a été le scénariste de la série Le Bureau des légendes, qui a marqué au cours des années précédentes les téléspectateurs et les spectateurs français. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, peut-être première question, comment vous avez fait une série qui était très hautement géopolitique, d'ailleurs qui a un peu changé l'image des services de renseignement. Comment vous renseignez-vous, comment vous informez-vous sur les questions internationales? Quelle est la façon dans laquelle vous vous documentez avant de vous lancer dans un scénario du type Le Bureau des légendes? J'imagine qu'il y a une certaine discipline à avoir. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à tout quasiment avec Internet. Il y a quand même un vrai partage du savoir qui s'est opéré depuis une vingtaine d'années. On a même accès à des cours à l'autre bout du monde. Et évidemment, on a accès à des documents auxquels on n'avait pas accès facilement avant. On a accès à des journaux dans toutes les langues de tous les pays. Donc, en fait, Internet nous permet d'avoir accès à vraiment un certain nombre d'informations, de savoirs, de descriptions. Donc, c'est sur Internet qu'on trouve quasiment tout. Et après, quand on a besoin d'informations plus particulières sur des sujets très particuliers et qui ne sont pas sur Internet, ou alors il faut vraiment lire des livres entiers. On a une grosse bibliothèque. Hein. Alors à ce moment-là, on fait appel à des spécialistes des questions. Par exemple, je pense que en saison 2, par exemple, on a décrit la jeunesse dorée iranienne et on a rencontré des Iraniens qui connaissaient très bien ce milieu et qui ont pu nous en parler. De la même manière que, à un moment donné, pour parler des djihadistes de Daesh, on a fait appel, on a rencontré des gens qui sont spécialistes du djihadisme, et par exemple, on a pu faire appel à Hugo Micheron, qui est devenu un des grands spécialistes du djihadisme en France. Donc voilà, on a pu rencontrer des spécialistes pour des séances comme ça, de discussion, souvent pour confirmer les hypothèses qu'on avait, ou alors en savoir un peu plus. Donc, je crois qu'on a accès à tout, mais il faut avoir une certaine, je dirais pas une éthique, parce que moi je parle souvent d'éthique, mais je parle souvent d'éthique d'écriture, mais enfin en tout cas, pas une éthique de recherche, mais une discipline. Il faut savoir où aller chercher les informations, il faut savoir aussi les relativiser, mais tout est intéressant quand on écrit un scénario, en fait, même les tentatives d'intoxication et de manipulation sont intéressantes. Même quand on rencontre quelqu'un qui va nous dire des choses pour se servir de nous, on le sait, on s'en fout. On le sait. Et ça, vous le sentez tout de suite? Alors, pas toujours. Ça dépend de la qualité de la manipulation, mais oui, on le sent assez rapidement. Et en fait, on est assez consentant. Parce que, en fait, nous, on est des pilleurs. Vous voyez, même les gens que je rencontre à la DGSE, par exemple, que je peux rencontrer, évidemment, qui ne vont rien me dire, qui ne vont pas me partager les secrets d'État, il n'empêche que dans ce qu'ils nous disent, dans ce qu'ils peuvent nous dire, même si c'est pas très, si on n'apprend rien, il y a une façon de dire les choses, il y a ne serait-ce que la façon de s'habiller, les comportements, ce que les Américains appellent de tel. Nous, on s'en sert. Donc, nous, on se sert de tout. Et ça, il faut avoir des capteurs, parce que vous voyez quelle est la part d'intox et la part d'info. Comment vous avez noué la relation avec la DGSE? Parce que vous avez été c'est une formidable campagne de publicité pour la DGSE. Pendant très longtemps, en France, le renseignement était vu comme quelque chose d'assez mal vu. L'affaire Greenpeace, le général Imbaud, etc., c'était les chaussures à clous. Pour ne pas parler d'Alexandre de Maranche, il y avait un côté à la fois un peu réac et en même temps cou tordu. Ouais. Aujourd'hui, quand même, ça a changé. Et est-ce que le Bureau des légendes n'a pas contribué à faire que de plus en plus de gens veulent faire une carrière dans le renseignement et que le renseignement, maintenant, c'est vu comme étant positif? Alors, je pense qu'il y a eu je pense que les attentats qui ont eu lieu, les attentats de Charlie et ensuite les attentats de 2013, 2013 novembre, ont été déterminants, je pense, pour changer un peu l'optique sur les services de renseignement. Je pense que les attentats, donc les attaques sur le sol national, des vraies attaques, ont fait que les gens se sont dit,
on aimerait bien quand même avoir des services de renseignement qui nous protègent, qui anticipent ce genre de choses. Donc on aimerait bien qu'ils soient bons. Donc déjà, il y a eu à mon avis, il y a eu ce changement de perspective sur les services de renseignement. Je pense que toutes les attaques terroristes, même à partir du 11 septembre, ont dû changer des choses sur la façon de ce qu'on attend des services de renseignement et en fait sur leur importance. Hein. Donc le bureau des légendes, lui, effectivement, est arrivé au même moment. Hein, à peu près au même moment, donc c'est quand même... Un peu antérieur, parce que dès la saison 1, c'était un succès. Un succès, disons, d'estime au départ, un succès... Oui, ça a été bien apprécié, c'est devenu un vrai succès à partir de saison 2, saison 3. Alors nous, moi j'avais fait un film qui s'appelait Les Patriotes, et Les Patriotes a été bien reçu à la DGSE. J'ai appris en allant les voir que Les Patriotes avaient été bien reçus. Il y a 20 ans à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Avaient été bien reçus à la DGSE, même des extraits pouvaient être montrés aux jeunes, à ceux qui arrivaient à la DGSE pour les besoins de formation. Alors, bon. Et donc du coup, ils étaient plutôt bienveillants. Alors, quand je suis venu les voir pour leur dire, ouais, je vais faire une série sur la DGSE, donc je tiens à vous prévenir déjà, parce que je ne vais pas la faire contre vous. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, ça ne change rien, parce qu'en France, on peut dire ce qu'on veut quand même. Mais voilà, je veux vous prévenir. Et après, effectivement, on peut utiliser quand même le logo de la DGSE. Voilà, si on peut... Donc il y a eu un contrat entre la DGSE et la production pour qu'on puisse au moins utiliser les logos, un certain nombre de choses. Et en fait, au début, ils étaient très très réticents parce qu'il y avait cette culture. La DGSE n'était pas comme la CIA, qui accueille les cinéastes à bras ouverts. Eux, ils étaient plutôt réticents. Mais il y avait cette bienveillance grâce aux Patriotes, où ils se disaient, bon, bah lui... que vous êtes sérieux, que vous n'allez pas faire quelque chose de sensationnel, voilà. Que vous connaissez un petit peu le sujet, et que vous n'allez pas venir faire du sensationnalisme pour du sensationnalisme. Voilà, leur réticence, c'était, on ne veut pas être caricaturé. On ne veut pas être ridiculisé, caricaturé. En tout cas, c'est normal. Ils ne nous aideront pas à les caricaturer. Donc du coup, et c'est vrai que c'était pas du tout mon but. C'est pas du tout mon but parce que faire une série sur la DGSE, c'est quand même s'engager sur 5 saisons, sur 4 ou 5 saisons. Donc c'est quand même s'engager sur 5 ans ou 6 ans de travail. On passe pas 6 ans de travail à cracher sur son sujet ou à ridiculiser son sujet. C'est pas d'intérêt. En plus, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la description d'un métier. Vraiment la description d'un métier. Et quelle part vous faites dans l'écriture du scénario entre, je dirais, les personnages, l'intrigue et la réalité géopolitique? Comment vous faites pour arbitrer entre ce qui peut captiver le téléspectateur dans l'intrigue, mais en même temps, le fait de devoir quand même faire des choses qui soient crédibles d'un point de vue géopolitique? Comment arbitrer entre la part de fiction et les contraintes de la réalité? Mais en fait, chaque année, au milieu du tournage de la saison, qu'on tourne, à peu près au milieu du tournage, on commence à réfléchir à la saison suivante. On commence à réfléchir pour écrire. Et donc à ce moment-là, on se demande, il y a 2 types de questions qu'on se pose. C'est qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur nos personnages, comment on peut approfondir la vision qu'on a d'eux, comment on peut les rendre encore intéressants, comment on peut les faire aller ailleurs, parce qu'en fait c'est ça l'intérêt d'une série, c'est que c'est pas comme un film. Un film c'est one shot, on raconte tout d'un coup. Une série, bah voilà, un personnage peut se marier dans une saison puis divorcer dans la saison d'après. Donc on peut le faire passer par plein de choses différentes et donc il y a une sorte. C'est difficile de tuer un personnage comme vous l'avez fait plusieurs fois. Oui, c'est difficile. En même temps, moi je crois que dans ce type de fiction où on est quand même, le métier d'espion c'est quand même un métier dangereux à la fin. Hein. Pas toujours, mais quand même ça peut être dangereux. Voilà, il y a des morts, hein, on le sait. Chaque année, il y a des agents qui meurent sur le terrain. Et donc, il fallait quand même que cette présence de la mort, même si elle est beaucoup moins importante que ce qu'on croit, parce qu'on peut dire les films d'espionnage d'action, bon, bah, elle est présente quand même. Et ça, c'est important qu'on ne triche pas. C'est pas parce qu'un personnage est important que les risques qu'il va prendre ne sont pas réels. C'est comme ça aussi qu'on rend crédible ce qu'on raconte. Donc, on se pose la question sur les personnages, et puis on se pose la question aussi où on va mettre les terrains d'action, de quoi on va parler. Mais c'est aussi parce qu'on épouse un peu les problématiques du métier.
le métier d'agent du renseignement, le métier d'une agence de renseignement, c'est quand même d'avoir un espace devant soi et de se poser la question de où ça compte, où est le danger, où est la menace, comment faire, etc. Donc nous, on se posait la même question. Et c'est vrai qu'on voulait aussi que les gens soient intéressés par ce qu'on raconte, donc que ça soit contemporain. Donc on a toujours essayé de raconter des choses qui n'étaient pas anecdotiques. Parce qu'on aurait pu, raconter des histoires très fortes sur des terrains d'action, sur des terrains anecdotiques. C'est-à-dire un tout petit peu. Voilà. On a toujours voulu être au cœur de ce qui était important dans le monde contemporain. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de Daesh à un moment donné, c'est pour ça qu'on a parlé du cyber, voilà. Voilà. Et puis. Vous êtes promené un peu sur tous les continents, la Russie, Daesh, le cyber, l'Asie. Comment envisagez-vous cette multipolarité des sujets que vous avez traités? Alors c'est une cuisine qu'on a toujours essayé, alors qui est pas facile à faire. C'est un tricotage qui est pas facile à faire entre effectivement la fiction. Euh, les Américains ont l'habitude de dire sur ce genre de fiction, ils disent il y a un danger, c'est no work. Il ne faut pas que ça soit du travail, faut pas qu'on aille à l'école en regardant une série, même si on apprend des choses, faut pas que ça soit du travail. Voilà. Donc ça, c'est une des difficultés, c'est comment, par exemple, vous voyez, à un moment donné, il y a des scènes où on explique la situation assez inextricable en Syrie, Syrie-Irak, à l'époque où il y avait les FDS, il y avait les troupes de Bachar el-Assad, il y avait Daesh, il y avait la Turquie, il y avait les chiites, les sunnites, etc. Bon. Et c'est vrai que moi, je suis très intéressé par cette situation et j'aime bien essayer de transmettre les enjeux. Ça, c'est vraiment intéressant. Il faut le faire à travers des fictions, il faut le faire à travers des personnages. Alors, quand vous travaillez, on dit qu'un prof qui doit écrire un cours nouveau, ça me ferait 4 heures de documentation pour 1 heure de cours. Vous, entre le travail de documentation, de réflexion et le temps de l'écriture du scénario, comment feriez-vous le partage entre ces deux tâches différentes et néanmoins, évidemment, toutes les deux indispensables? Déjà, je suis pas seul, même si je dirige l'écriture et que j'écris moi-même des épisodes et des scènes. On est toute une équipe. Et par exemple, la saison 3 du Bureau des légendes, donc il y avait toute la saison quasiment à l'espace, une partie des lignes narratives à l'espacer avec Malotru, le héros prisonnier de Daesh. Et là, voilà, là, une des scénaristes s'est beaucoup documenté. Moi, je ne me suis pas documenté. Moi, je m'intéressais éventuellement aux articulations dramatiques. J'ai essayé de trouver j'ai essayé de trouver des idées, mais de pure dramaturgie. Et elle s'est aussi intéressée à commencer à s'alimenter en témoignages de prisonniers de Daesh qui étaient revenus. Vous voyez l'histoire du chien, par exemple, le chien qui allait apporter de l'humanité dans les yeux de qui un prisonnier de Daesh allait chercher de l'humanité parce que c'était la seule humanité possible, c'était celle d'un animal. Voilà, ça c'est typique des recherches d'une des scénaristes et donc du coup voilà, on est plusieurs mais en fait on se documente tout le temps. On se documente tout le temps à la demande des scènes qu'on écrit. Donc tout d'un coup, dans l'histoire, on rencontre un officier turc. C'était pas du tout prévu, c'était pas dans les plans, c'était pas dans les petites fiches. Mais là, voilà, et ben à ce moment-là, on se renseigne sur l'armée turque, sur comment ça fonctionne, au fur et à mesure, à la demande. Et du coup, ça nous fait vraiment approfondir des choses auxquelles on ne s'attendait pas au départ. Alors, il y a les gens, les spécialistes qui sont un peu des consultants que vous allez voir pour vous documenter. Sinon, quels sont les retours que vous avez eus au cours des différentes saisons qui se sont quand même articulées sur une demi-douzaine d'années? Quels sont les retours que vous avez eus, des spécialistes du renseignement ou des professionnels de la géopolitique ou des diplomates? Est-ce que vous avez participé une fois, une année, quand le Quai d'Orsay faisait encore ses journées portes ouvertes, en accueillant les étudiants, vous étiez là et donc on voyait que le Quai d'Orsay, quand même, vous était content de travailler avec vous. Quels sont un peu les retours que vous avez eus des praticiens du renseignement ou de la diplomatie? Alors un des retours les plus importants qu'on a eu des agents de la DGSE à qui on a systématiquement chaque année présenté dans une salle comme celle-là à peu près les 2 premiers épisodes en avant-première,
les principaux retours, ça a toujours été une sorte de gratitude, en tout cas, c'est vraiment de réelle satisfaction d'avoir décrit le métier tel que à peu près il était. C'est-à-dire, Ils se reconnaissent dans ce que voilà, vous ils se racontez. reconnaissent, c'est à peu près ça. Évidemment, Donc il n'y a pas le sentiment ni de trahison, ni effectivement de tourner en non, ridicule voilà, ou ouais. de se servir d'eux pour autre chose, parce qu'il y a une très grande sensibilité quand même, Au cela. contraire, je crois qu'il y a eu une vraie gratitude d'avoir su capter l'ambiance de travail, et puis aussi les angoisses et le rapport aussi finalement à leur vie privée, parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas raconter leur boulot. Ils rentrent le soir, ils peuvent rien dire, ils peuvent même pas dire. Non, mais ils peuvent même pas dire s'ils sont angoissés ou s'ils sont anxieux pour une raison quelconque, parce que ça en dirait trop, donc c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que ça leur a permis, il y en a certains qui nous ont dit, ça nous permet de montrer la série à nos proches, permet de finalement parler de nous sans le faire. Donc ça, c'était vraiment important. Et quant aux spécialistes de la géopolitique, je pense que il a dû y avoir, il doit y avoir à la fois euh, une certaine tendresse devant notre naïveté peut-être. En tous les cas, il y a quand même une reconnaissance du sérieux. Voilà, c'est juste c'est du sérieux. Ce sérieux est reconnu. Après, évidemment, on prête toujours le flanc à des critiques de spécialistes et de gens qui s'y connaissent vraiment. C'est comme le cyber, par exemple. Le cyber, c'est traité sérieusement. L'intelligence artificielle, c'est traité sérieusement. Il y a toujours quelqu'un qui voit un plan dans la série et qui dit c'est pas comme ça c'est pas ce langage de programmation qu'on utilise. Voilà, Là, on est dans le domaine du détail et pas voilà. dans le domaine de la globalité. Est-ce que le fait d'avoir fait cette série vous a appris quelque chose ou fait susciter une réflexion sur la place de la France dans le monde, puisque vous parlez des services secrets français qui ont une relation professionnelle avec d'autres services qui sont quand même plutôt appréciés finalement dans la série. On voit qu'il y a un respect quand même pour les services français. Est-ce qu'au-delà de cela, à part les services, est-ce que quelle réflexion cela suscite sur vous, sur la place que la France peut occuper sur l'échelle mondiale, à la fois en termes de renseignement et plus globalement en termes de puissance? Il faut faire la part des choses entre mon désir et la réalité. C'est vrai que je pense que le bureau des légendes a peut-être un peu tendance à, en tout cas, à donner de l'importance, enfin, à donner peut-être un tout petit peu plus d'importance à la France qu'elle n'en a en vrai, j'en sais rien. Mais c'est parce que aussi, voilà, on aime notre sujet, on aime, en fait, on aime la DGSE, enfin, on aime nos services de renseignement, à partir du moment où effectivement ils sont là pour nous protéger. On n'aimerait pas, on n'aime pas quand ils sont en faillite, hein, c'est-à-dire quand ils se trompent. On n'aime pas, aucun citoyen n'aime voir les services de renseignement de son pays faillir, d'anticiper une menace, se faire déborder. Ça, on n'aime pas, mais que ce soit des pays comme Israël où ils ont vraiment au moment de la guerre de Kippour, ils ont quand même accusé les services de renseignement d'avoir rien su prévoir. Aux États-Unis, voilà, aux États-Unis, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a accusé quand même la CIA de faire des choses qui étaient pas très, pas franchement jojo. Hein. En France, souvent, on a eu l'impression que les services de renseignement étaient, voilà, vous parlez du Rainbow Warrior, il y a eu les services de renseignement en règle générale, au moment des attentats de Abu Didal, Carlos, 86-85, c'était pas sexy. D'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs, à l'époque, j'avais fait des patriotes sur le Mossad et non pas sur la DGSE. On n'avait pas envie de parler de la DGSE parce que c'était pas très sexy. Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde, d'abord, le monde, c'est multipolarisé. Hein, donc, on n'est plus au milieu de le marteau et de l'enclume. Euh, c'est tellement complexe que je pense qu'évidemment la France a beaucoup plus de cartes à jouer qu'au moment où il y avait une pure opposition entre l'Union soviétique et les États-Unis. Maintenant, c'est devenu très complexe avec des jeux d'alliances extrêmement compliqués. Et donc, évidemment, du coup, la France et des pays comme la France qui ont quand même une position importante. Hein. C'est-à-dire que je pense que les services secrets français sont plus importants que les services secrets italiens. Je dis ça au hasard, ou espagnols. Euh,
Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de services de renseignement dans le monde auxquels on ne pense pas, et qui sont assez importants. Je pense à la Turquie, par exemple, mais à d'autres pays, on ne les attend pas. Or, ils sont là. Donc, je crois que la complexité aujourd'hui des relations entre nations, des conflits, fait que la France a un rôle à jouer dans l'articulation des alliances, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, je crois que c'est lié aussi à ça. Donc la vision que j'en ai, c'est surtout ce que j'ai envie qu'elle soit. Que j'ai envie. Je pense qu'elle occupe une position importante, enfin intéressante en termes de poids, en termes d'influence. Évidemment, elle pèse pas grand-chose par rapport aux pays comme les États-Unis, comme la Chine, comme peut-être la Russie même. Ce qui est marrant, c'est qu'en faisant par exemple le Bureau des légendes, on a été contemporain d'un retour de la Russie sur la scène internationale. Tout à fait. On a été contemporain de ça, on l'a vu venir. Hein, alors que franchement, au début, c'était pas ça. Mais c'est vrai que à l'occasion du conflit en Syrie, à l'occasion de certaines erreurs qui ont été faites, enfin de certaines erreurs en tout cas de certains mouvements qui ont été faits par les États-Unis puis par la France, la Russie a repris la main. Est-ce que les services d'enseignement que vous connaissez ont parfois le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés par le pouvoir politique et que eux donnent les informations, les bonnes informations, et que celles-ci ne sont pas utilisées à bon escient par le pouvoir politique? Alors moi j'en sais rien parce que c'est évidemment, s'ils le pensaient, ils ne me le diraient pas. Donc ça c'est sûr que... Est-ce qu'ils vous le font sentir? Enfin, on peut capter les choses. Non, je pense que ça serait une faute de leur part d'essayer de me le faire sentir si jamais ils pensaient ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le pays auquel on a affaire, hein, particulièrement les pays démocratiques bien sûr, c'est que les services de renseignement ont des clients. Bon, ils travaillent pour des clients. Hein, donc l'Élysée, c'est le Quai d'Orsay éventuellement, c'est le ministère des Finances, enfin de l'économie. Ils travaillent pour des clients. Donc ils renseignent les clients, et les clients ensuite peuvent faire des commandes, j'imagine, dans tous les pays, c'est comme ça, les clients font des commandes de renseignement, font des commandes d'action, d'opération. Après, c'est vrai que de toute façon, et heureusement, d'une certaine manière, il y a une traduction politique, géopolitique, d'un service de ce que apporte, de ce que produit un service de renseignement. Alors ça peut être bien exploité, bien utilisé ou pas, mais ça c'est sûr que la DGSE n'a jamais partagé quelque sentiment que ce soit sur ces questions. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au service il y a 20 ans et de continuer par la suite sur le Bureau des légendes? C'est une bonne question. Je pense que ça doit être l'articulation de deux influences. La première, c'est l'influence du cinéma américain des années 70, parce que moi, en fait, ma cinéphilie, c'est le cinéma américain des années 70. Les 3 jours du Condor. Voilà, 3 jours du Condor, les films de Lumet, de Peckinpah, de Jim Pakula, etc. Et c'était un cinéma assez politisé, en fait. C'était un cinéma du réel. C'était des gens qui venaient un peu du reportage, hein, de la télévision. C'est Lumet venait de la télévision. Donc, et c'est un cinéma qui était assez engagé, vous voyez, critique évidemment vis-à-vis de l'Amérique de Nixon, critique vis-à-vis des guerres du Vietnam, critique vis-à-vis de la CIA. Hein. Et donc c'est vrai que ça c'est le cinéma qui est très porté sur la justice. Il y avait une sorte vraiment de... Et donc moi, comme j'étais un adolescent, bah voilà, ça m'a galvanisé. J'avais envie de me révolter, hein. Jusqu'à évidemment avoir la fameuse affiche du Tché dans la chambre. Après, peut-être éventuellement on se dit merde, j'aurais peut-être dû plus m'abstenir, mais enfin bon. Donc en tout cas, il y avait ce romantisme-là, mais lié au cinéma américain des années 70. Donc ça c'est une première influence, et c'est vrai que du coup mon intérêt pour l'idée d'articuler les films sur une vision du monde, sur le monde. D'ailleurs, moi, j'ai toujours voulu, mon projet cinématographique, c'était toujours de faire des films plus grands que mon petit milieu français, quoi. Je voulais parler, voilà, Les Patriotes a très bien correspondu à mon projet cinématographique parce que j'avais envie comme le cinéma américain, de parler du monde. Voilà, moi, j'ai quand même un enfant de Voyage au bout de l'enfer, de Apocalypse Now, de ces films, et puis les films d'avant, ces 80,
Bon. Et la deuxième influence, c'est John le Carré. Donc ça, c'est vraiment la lecture de John le Carré m'a fait découvrir, là pour le coup, m'a fait découvrir les services secrets, c'est-à-dire la tension qu'il peut y avoir au-delà donc de l'action, hein, au-delà de ce qu'on a appelé des romans d'espionnage où il y a plein d'actions. Là, John le Carré, c'est assez cérébral. Et donc ça, c'est vrai quelque chose qui a correspondu. Donc en fait, c'est ces deux influences-là qui m'ont fait... Peut-être une dernière question. On a eu la très bonne surprise dans l'équipe de voir que l'Iris était mentionné dans la dernière série du Bureau des légendes. Comment c'est venu En fait, c'est venu, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à un moment, on écrit une scène. Je me suis posé la question où le FSB allait-il mettre Malotru à partir du moment où il venait travailler en Russie, quoi, où il passait, voilà. Et ben, je me suis dit, c'est simple, ils vont le faire travailler dans une sorte de fondation, d'institution en études géostratégiques. Voilà, et en fait, ça sera un faux-né du FSB, mais au moins, voilà, ils auront pignon sur rue. Et en fait, il va devenir analyste pour le FSB, spécialiste de la France. Et donc, il a fallu faire comprendre ce que c'était. Du coup, j'ai fait dire à un des personnages, GGR en particulier, Mathieu Malric, que c'est un peu... Alors, on ne dit pas que l'Iris est un faux-né de la DGSE, mais on dit c'est un peu comme l'Iris en France, sauf que celui-là est un faux-né du FSB. Ça nous a tous fait plaisir. Merci Éric Rochant, merci pour cet entretien. Merci à vous.